a eu des acteurs culturels dignes de ces noms et des politiques engagées et attachées à ces valeurs traditionnelles. Nous savons qu'elle est au commencement des choses, comme l'a dit Tati Loutar, et qu'elle a eu parmi ses fils ceux qui ont su tailler une place dans son histoire et dans celle de l'humanité. Le travail ténace des uns et la mort des autres pour la dignité de l'Afrique sont donc à considérer comme des signaux forts de leur attachement à l'idéal de développement, à la liberté des peuples africains. Parmi ce fils digne, nous pouvons commencer à citer Toutmomsi III dans l'Égypte antique. Ce souverain cultivé fut un grand scientifique. Il est le premier d'ailleurs à avoir créé le premier jardin botanique du monde. Poète, artiste, botaniste aimant la culture, il a dirigé l'Égypte de 1479 à 1425 avant Jésus-Christ. Pendant son règne, il a construit 55 temples, dont certains d'entre eux sont connus dans le monde entier. L'Afrique des indépendances a connu, comme vous le savez, Simon Kimbangu, Nkrumah, Kenyatta, Nyerere, Lumumba, Ibrahim Ba, alors que celle des Afriques des indépendances a eu Nelson Mandela, Sankara et Mzee Laurent Désiré Kabila. Ensuite, il y a eu Anta Diop, Théophile Obenga, Juna Achebe, Paulé Otonji, Mabika Kalanda, Elikia Mbokolo, Isidore Ndaiwel, Maloa Kalenga, Chikaya Otamsi, Vincent Yves Moudimbe, Pius Ngandu, Kalele Kabila et Agmata Baza Mata, qui sont des fils dignes d'Afrique et qui nous ont depuis longtemps conduits vers notre conscience culturelle qu'il faut défendre et pour laquelle il faut se tuer, s'il faut le faire. Notons que non seulement tous ces illustres fils d'Afrique ont été guidés par les valeurs qui ont fait et qui continuent à faire la fierté et l'honneur de l'Afrique, à savoir le respect de l'autre, le sens de sacrifice, l'équité et la grandeur d'âme, la solidarité et le devoir de cohésion des groupes, mais aussi le peuple eux-mêmes sont fiers d'eux et se reconnaissent en eux. Faiseurs d'histoire, le peuple ont toujours eu besoin et auront encore besoin des guides engagés, des guides éclairés dans tous les domaines. Ils se reconnaissent facilement dans tout celui qui a la détermination, qui sait ce qu'ils veulent et se donne les moyens pour répondre à leurs espoirs. Celui qui ne dévie pas et qui sait aller jusqu'au bout avec eux. Cette vérité inaliénable a surtout sa raison et son champ d'application dans le domaine politique. Dans le cas de la République démocratique du Congo, 3 exemples suffiront pour en témoigner. Premièrement, il a fallu une seule parole du Premier ministre de la Conférence internationale souveraine, M. Étienne Tshisekedi, incitant, après son élection, tous ceux qui détenaient illégalement un bien de l'État de le restituer. Les Congolais qui connaissaient et qui connaissent sans doute la valeur de la sanction n'ont pas hésité un instant. Les résultats escomptés ont été visibles 48 heures après. Deuxièmement, il a suffi une seule parole de Mzee Laurent Désiré Kabila, exigeant le respect des citoyens à bord de bus et de taxis. Les Congolais de la capitale, portés par la même volonté de changement des mentalités que leur président, ont retenu la parole. Plus de 10 ans après, les effets sont toujours visibles. Troisièmement, la politique gouvernementale de tolérance zéro, initiée par le président Joseph Kabila depuis le 5 décembre 2006, est dans toutes les bouches des Congolais,
Ces derniers réclament davantage des sanctions contre les inciviques de tous bords. Ce sont ces exemples qui sont significatifs et qui attestent bien que les peuples ont besoin d'une incitation au changement. Ils attendent surtout de leurs dirigeants des exemples concrets dans la gestion des biens publics, dans le domaine de la justice, dans la conduite des affaires de l'État. Il faut donc de leur part la volonté politique et le charme, le charisme est nécessaire afin d'amorcer et de conduire le changement dont le continent africain a besoin. Or, depuis un certain temps, le pouvoir politique semble avoir cessé d'être ce qu'il devait être et est devenu une sorte de conglomération de pouvoirs particuliers. C'est-à-dire qu'il a perdu sa finalité qui fut celle d'assurer la cohésion de l'ensemble de la collectivité nationale pour la satisfaction des besoins essentiels des citoyens en particulier et de toute la société en général. Et pourtant, le souci de la cohésion est celle qui a toujours guidé les pouvoirs traditionnels et ancestraux. Dans l'ensemble, les dirigeants et leurs collaborateurs ont su se convaincre que le vrai détenteur des pouvoirs était leur peuple. Une valeur que beaucoup de dirigeants africains doivent reconquérir aujourd'hui. Par conséquent, les citoyens ne voient plus le pouvoir politique utilisant toutes les sources à sa disposition pour réaliser le projet de société dont il est porteur. En d'autres termes, les relations ou les jeux d'échange, c'est-à-dire les demandes réalistes du peuple et les réponses du pouvoir politique, sont le plus souvent faussées par le souci de gains faciles et égoïstes, et donc par une culture des antivaleurs. Faut-il noter aussi que beaucoup de gouvernements africains et des Africains eux-mêmes, pour eux, le ministre de la Culture est toujours l'un des plus pauvres. De ce fait, on lui accorde trop peu d'importance dans les actions gouvernementales. En effet, la culture ne nourrit pas les citoyens affamés, ni ne soigne pas un enfant malade. Cependant, la culture porte et nourrit l'homme dans son essence, aide celui-ci à mieux appréhender ce qui l'entoure et donc l'aide à mieux affronter et à résoudre ses problèmes de manière plus profonde, plus adaptée et plus durable. Face à un tel désintérêt qui s'inscrit dans les préoccupations de notre rencontre d'aujourd'hui, il est impérativement urgent de formuler quelques recommandations aux acteurs politiques et surtout aux politiques africains appelés à définir une politique culturelle africaine susceptible de mobiliser les masses populaires. Et voici les recommandations. 1. Les Africains doivent se dire que l'heure est arrivée d'analyser les obstacles à réaliser leur œuvre continentale. Accepter que l'Afrique a aussi une ou des cultures à défendre et à imposer aux autres peuples. Les politiques et les intellectuels doivent être crédibles et refuser la médiocrité. Les politiques doivent œuvrer pour la cohésion régionale et continentale. Ils doivent initier et créer des structures d'une véritable indépendance économique, indépendance politique. Initier des grands travaux, des sites, des monuments et lieux de mémoire et d'activités culturelles. Financer conséquemment les instances et institutions culturelles, améliorer les conditions de travail des acteurs culturels, s'approprier les avancées technologiques et les adapter aux contextes africains, s'approprier véritablement les langues nationales et encourager leur enseignement. Œuvrer pour l'interaction et l'intercompréhension des langues nationales africaines. Ceci n'est possible, chers compatriotes, que si les États africains se disent capables d'apporter leur part au monde moderne qui s'est construit. Pour cela,
l'Africain subsaharien doit d'abord se connaître lui-même et s'accepter comme tel. Oui, je me pose la question, l'Africain se connaît-il vraiment? C'est ce que les autres viennent de dire, nous devons accepter notre identité. Et cette question, je me suis posé cette question un jour après l'élection du président Barack Obama. En effet, ce jour-là, la radio BBC